Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et on se retrouve aujourd'hui pour la critique analyse du chapitre 1062 de One Piece les amis. Un chapitre que j'ai assez aimé, qui fait une bonne continuité au chapitre 1061, même si il y a un passage, et on va en parler, je vais vous en parler, qui m'a particulièrement énervé et je commence honnêtement à en avoir un peu marre, je vous expliquerai pourquoi. Mais c'est vrai que on arrive quand même à la fin de One Piece et il y a un personnage qui n'évolue pas et ça commence à me rendre fou. Je pense que juste en disant ça, vous avez deviné de qui on va parler. En attendant, comme d'habitude, je vais prendre le chapitre page par page. Je vous donne mon avis tout en avançant dans le chapitre, page par page. N'hésitez pas donc à vous munir vous aussi du chapitre de votre côté pour avoir les illustrations devant vos yeux pendant que je vous énumère mes propos. On est parti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires l'avis des gens. Soyez respectueux entre vous. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et on est parti. Alors, chapitre 1062, aventure au pays de la science. Et ben, je suis assez heureux en fait finalement. Lors du dernier chapitre, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit justement que je commençais à en avoir un peu marre de ne voir que le Germa, que je trouvais que ça tirait en longueur le sauvetage du Germa, qu'on avait compris qu'ils allaient être sauvés, donc ça serait bien de nous montrer autre chose. Et finalement, on reste sur Totland et on s'aperçoit, et bien que Aokiji est à Totland, en fait, c'est comme ça que j'ai tout simplement compris cette page. Donc la froide Odyssée du Germa 66, épisode 16. Pendant ce temps à Chocolaton, donc enfin Oda fait ce que j'espérais, c'est-à-dire il nous montre autre chose. Moi je pensais qu'il nous montrait autre chose autre part, et en fait pas du tout. On reste à Totland, mais on est sur une autre île de Totland, on est à Chocolaton. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que c'est l'île de Pudding, Chocolaton, et qu'elle est entièrement gelée. Donc la seule personne que je connais, en tout cas moi personnellement, capable de faire une telle chose, c'est Aokiji. Est-ce que cela veut dire qu'Aokiji est donc une partie de l'équipage de Barbe Noire et la Totland? Ce qui est en réalité possible. Pourquoi? Pourquoi c'est possible les amis? Pour une raison très simple, c'est que Barbe Noire vise le One Piece et Barbe Noire c'est que Mama a un rod poneglyph. Donc il est intéressant pour Barbe Noire, vu que Kaido et Big Mom dans la presse, ça nous l'est dit, a perdu contre Luffy, que Barbe Noire en profite pour envoyer ses commandants chercher le rod poneglyph, une copie, ou la pierre en elle-même, et surtout, pourquoi on a Chocolaton? Parce que Pudding est de la tribu des trois yeux. Et ça c'est hyper important. Les personnes qui peuvent lire dans le monde de One Piece les poneglyphes sont très rares les amis. Pendant des années, on pensait tous qu'il n'y avait que Robin. Totland est un super arc parce qu'on y apprend que non. La tribu des trois yeux, une tribu qui a l'air d'avoir disparu où ses membres sont très rares, un peu à l'image des Lunariens, hein, il faudrait peut-être creuser, a la possibilité, en éveillant leur troisième œil, de lire les poneglyphes. Est-ce que Barbe Noire n'aurait pas envoyé ses commandants, dont Aokiji, chercher une copie du rod poneglyph et surtout sur Chocolaton pour enlever Pudding? Voilà, je vous pose ça là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Première page du chapitre, on revient du coup sur le robot géant, mais qui est réellement immense. Quand on voit la taille du Merry et la taille... Alors le Merry n'est pas un des plus gros... Enfin, le Sunny, pardon, pas le Merry, le Sunny n'est pas un des plus gros bateaux de One Piece. Il y a des navires pirates bien plus gros. Mais quand même, la taille du robot de Vegapunk est immense. Alors moi, je suis hyper content parce que dans ce chapitre, on va avoir la confirmation que oui, c'est bien Vegapunk, cette dame. Juste, c'est un fragment de Vegapunk. C'est une personnalité de Vegapunk. Ça n'en reste pas moins Vegapunk. Juste, la forme charnelle est une forme créée par lui-même, mais l'entité à l'intérieur de cette forme charnelle, c'est très complexe à expliquer, j'espère que vous arriverez à suivre, reste une partie de Vegapunk. Alors ce qui est génial, c'est de voir Franky s'émerveiller devant Vegapunk, qui d'ailleurs il lui explique: j'ai été à ton laboratoire, sur ton île natale, c'est incroyable, c'est le méca géant de mes rêves que nous dit Usopp, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, et là on arrive sur Sanji. Et moi Sanji, j'ai un problème.
Quelle femme magnifique. Bon, là, on est sur du Sanji tout craché. Le seul problème, c'est la scène qui arrive ensuite. Parce qu'ensuite, en fait, on va être sur du constat, c'est-à-dire Robin qui nous dit punaise, mais moi, de tout ce que j'ai entendu, Vegapunk c'est un homme, je comprends pas. Donc là, Vegapunk il va dire je ne suis pas le corps principal, moi je suis le corps numéro 2, etc. Qui va expliquer que ils bossent tellement et ils font tellement d'expérience que les fonds qu'ils ont monétaires, ils épuisent en 2 secondes. Donc voilà, donc que elle, cette entité de Vegapunk, elle adore piller les pirates en fait pour se faire des thunes parce qu'il n'en a plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce qu'en réalité, en fait, moi, c'est ce que je me dis, c'est qu'on est dans un endroit de online quand même très avancé. Donc c'est pas des petits pirates qu'elle doit attraper elle pour les piller. Donc quand même, elle est balèze quoi. Donc voilà, elle explique que c'est pas un sauvetage, etc. Que pénétrer ses os c'est compliqué. On a d'ailleurs cette magnifique double page avec les monstres robots marins qui sont assez stylés. J'aime bien leur chara design. J'aime bien ce côté, en fait, le côté qu'a donné Oda aux monstres marins avec cet aspect un peu robot. Mais j'aime bien en réalité. Je les trouve assez stylés. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est on arrive sur ce que je vous disais, le passage où une autre personnalité de Vegapunk appelle Vegapunk numéro 2, Shaka. C'est son nom d'ailleurs, Vegapunk numéro 2, je crois. Et donc l'entité... Attendez. Lilith, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Non, pardon. Le Vegapunk numéro 2 s'appelle Lilith, excusez-moi, j'ai confondu. Vegapunk numéro 2 s'appelle Lilith, et elle est appelée par Shaka, qui lui dit de faire attention parce que c'est l'équipage de Luffy, un équipage d'empereur. Qu'elle a fait une erreur stupide et qu'il faut absolument qu'elle se méfie parce qu'elle sous-estime Zoro. Donc elle dit l'épéiste. Et ensuite elle dit, la page d'après, c'est Zoro, le chasseur de pirates, sa prime est de plus de 1 milliard de berries. Regarde comment il est calme, il sait que t'es à portée pour qu'il puisse te tuer en un instant. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ensuite elle dit, enfin ça m'énerve pas, ça pour Zoro c'est génial. On se rend compte que Zoro c'est notre numéro 2, le débat Sanji Zoro, arrêtez s'il vous plaît. C'est encore, ça pour moi c'est encore un passage, je ne vous dis pas de préférer Zoro, je vous dis juste, bon c'est bon, ça fait des années qu'on a compris que le vice-capitaine c'était pas Sanji quoi les gars, le vice-capitaine c'est Zoro quoi. Bon. Et donc là, on a même Robin en fait qui est qui est déjà en position, vous savez, pour en fait se défendre, tout comme Zoro a déjà l'arme sur le manche de son sabre. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est Sanji quoi. Parce que la case qui suit, les puissants peuvent évaluer leur poids, prioriser les cibles. Il faudrait que tu sois plus prudente. Elle qui dit, Vegapunk numéro 2, qui dit ils m'ont bercé dans un sentiment de sécurité, j'ai été trop négligent. Mais merde quoi. Puis en plus Sanji, en fait Sanji, il y a un côté qui commence à m'énerver. C'est que si Oda l'avait écrit, où dès qu'il voit une femme, en général, il devient gaga. J'aurais dit ok. Le problème c'est que il a déjà croisé des personnages féminins qui sont dans bien sûr dans les critères de beauté de notre société actuelle, ok. Ce n'est pas parce qu'une femme est comme Alvida par exemple, pour prendre un exemple, c'est-à-dire plutôt bien forte, pour utiliser un mot on va dire correct, parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit de nos jours, parce que le mot sinon c'est grosse, énormément grosse, qu'elle n'est pas belle. Le seul souci c'est que dans notre société actuelle, ce n'est pas un critère de beauté, ça vise à être changé. Même si je pense, d'ailleurs je vous dis, qu'il faut quand même rester objectif sur les personnes en surpoids, il faut ne pas les critiquer, il faut essayer de les comprendre et surtout les aider parce que quand leur santé en est impactée et de manière négative, il faut aider ces personnes. Par contre, les juger, les critiquer, les insulter parce qu'ils sont en surpoids, ça c'est complètement débile, ok. C'est souvent des gens qui ont la plupart qui ont des maladies, etc. Donc il faut les aider. Donc ne soyez pas, s'il vous plaît, ce genre de connard qui insulte les personnes en surpoids. Voilà, j'ai dit les termes, mais c'était important de faire passer ce message. Ce qui m'énerve, c'est que Sanji, c'est que sur les femmes belles qu'il devient complètement gaga et perd tous ses repères. C'est le mec sur l'équipage que je considère comme le deuxième plus puissant
C'est-à-dire qu'il y a Zoro, il y a lui, parce que pour moi Luffy il est hors contexte, hein, c'est le capitaine, voilà, personne n'est à la hauteur, si ce n'est peut-être Zoro qui peut un peu rivaliser avec lui, complètement, qui arrive à rivaliser avec lui, on l'a déjà vu dans le manga. Bon, Sanji c'est quand même bon. Je le mets maintenant avec Jinbei, vous devez être les 3 Zoro, Jinbei, Sanji, être sérieux, vous êtes des commandants d'un empereur. Eh ben non, Sanji, dès qu'il y a une femme belle, en plus de ne pas pouvoir combattre contre, il devient complètement gaga. Alors, ok, c'est pas au niveau de l'île des hommes poissons où dès qu'il voyait une sirène, cet abruti saignait du nez et comaté. Mais merde, franchement, je commence à en avoir marre. Pourquoi Sanji n'arrive pas à évoluer sur ça, quoi? Il faut qu'il évolue, quoi. Parce que je vous le dis très clairement, si Yamato était monté à bord, parce que là, il n'est pas monté à bord, Yamato. Mais Yamato, Oda nous l'a écrit noir sur blanc, Yamato, elle va prendre la mer à un moment donné avec les Mugiwara. Et la puissance de Yamato, Haki des rois, etc., elle est phénoménale. Si Sanji continue sur 50% de ses adversaires, c'est-à-dire qu'il peut combattre que les hommes et ne se méfie que des hommes, et ne se méfie jamais des femmes et devient complètement gaga à chaque femme qu'il croise, qui a un minimum de critères de beauté, comme je le disais, entre guillemets, mais bordel, mais il perd, enfin, moi ça m'énerve. Je suis désolé, je dis pas que Sanji est un mauvais personnage, il a une écriture, il a une histoire personnelle qui est magnifique, j'aime beaucoup Sanji, mais ce côté gaga qui perd, enfin, moi cette page elle m'a énervé. Je dis pas qu'elle a pas lieu d'être, parce que en fait, ça nous montre, ça met en valeur Robin, ça met en valeur Zoro, mais je trouve que quand t'es comme moi, pas un fan absolu de Sanji, mais juste t'aimes le personnage, t'as le droit de te dire, putain, mais merde, quoi, genre, c'est un commandant, quoi. Et ça me fait chier, quoi. Moi, personnellement, ça me fait chier. J'aimerais bien que Sanji, il soit un peu badass. Pas qu'il soit... Par exemple, les monstres marins robotiques, hein? Le monstre marin qui a attaqué le Sunny par en dessous, là, le premier, vous vous souvenez, dans le chapitre précédent, le requin. Sanji a eu un développement à Onigashima qui a l'air de nous montrer qu'au niveau de l'acquis de l'observation, il est surpuissant, d'accord? Bon, eh bien montre-le nous à l'affût, montre-le nous être vigilant, hein? Ça ne l'empêche sans être pas émerveillé par la beauté de Vegapunk 2. Je lui interdis pas, elle est super belle, le chara-design de Vegapunk 2, j'aime beaucoup. La mèche sur l'œil, moi je trouve que ça fait un peu référence à Uta de Red, moi j'aime beaucoup. Y a pas de souci, il a le droit d'être, parce qu'on a bien compris, Sanji c'est un putain d'hétéro, qui adore la beauté féminine et qui trouve ça magnifique une femme, et voilà. Voilà. Mais ça l'empêche pas d'être à l'affût, quoi. Et en plus, je vous en avais parlé lors du dernier chapitre, le fait que, pour moi, le personnage le plus puissant en acquis d'observation, outre Luffy, n'arrive pas à sentir les monstres marins qui arrivent parce que il est comme un couillon à baver, ben je me dis encore plus qu'il faut une vigie à cet équipage, donc il faut Carotte. Donc pour moi, j'espère vraiment que Carotte et Yamato elles vont rejoindre l'équipage, parce que y a des mondes sur cet équipage, ok? Il y a des mondes. Bon, outrepassons ça, parce que comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai débordé sur mes propos, voilà. Revenons au chapitre. Donc cette page j'ai pas trop aimé, voilà, même si en fait, à contrario, elle met énormément en valeur Zoro. D'ailleurs Zoro qui dit « Hey Vegapunk, j'attends quelque chose de ta part. Et tu ferais mieux d'être gentil, ok ?» Donc là, coup de pression énorme. Je pense d'ailleurs que dans l'animé, ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse un coup de pression à la monnaie, vous vous souvenez? C'est-à-dire, on ne sent pas... c'est sans acquis, vous savez, il nous avait fait contre Monet, Zoro dans l'animé, un passage hyper classe où il n'y avait pas de démonstration de acquis, mais Monet était imposée et expliquait qu'elle sentait, vous savez, cette aura oppressante de Zoro sur elle. J'adorais qu'il fasse ça pareil là pour ce passage avec Vegapunk. Là on voit Punk 1, donc celle qui a appelé Punk 2, qui lui dit qu'elle a un intérêt pour cet équipage et qu'il faudrait qu'elle l'emmène sur l'île. Moi les amis, je suis désolé, mais comment ne pas penser que le docteur Vegapunk n'est pas un révolutionnaire? Bonnie n'est pas affectée au révolutionnaire, pourquoi je vais parler à elle? Parce qu'on va la voir ensuite, qui dit que Vegapunk a transformé son père en une arme vivante. D'ailleurs, enfin, on apprend que Kuma est le père de Bonnie. On ne savait pas, beaucoup pensaient que possiblement c'était Bonnie la mère de Kuma. En réalité, non. Kuma donc est le père de Bonnie, donc incroyable. Et donc, on apprend que Vegapunk est celui qui a transformé son père Kuma en cyborg.
La réalité, Vegapunk, tout ce qu'il a fait avec Kuma a quand même une importance cruciale par rapport au Mugiwara. C'est-à-dire que Kuma a protégé le bateau, il a protégé le Sunny, putain j'ai du mal aujourd'hui avec le nom du bateau. C'est un révolutionnaire. Là, il porte de l'intérêt à cet équipage. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que Vegapunk... Moi, il y a deux options. Soit Vegapunk, les amis, Vegapunk est un révolutionnaire, et donc, il va avoir une interaction positive avec Luffy, lui dire « Je fais partie de l'armée de ton père, le gouvernement ne le sait pas, mais la raison, je vais t'expliquer pourquoi Kuma protégeait ton navire, pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi Shabondi, il est venu en express vous sauver la vie, etc. etc. Voilà. Ok. Soit, nous savons que Vegapunk a environ 500 ans comment dire, il a sa technologie, son avancée scientifique à 500 ans d'avance sur le temps réel de One Piece. Ok, c'est à peu près comme ça qu'on nous vend. Est-ce que Vegapunk, avec toutes les connaissances qu'il a, n'a pas compris avec l'affiche de recherche de Luffy, avec, vous savez, en forme de Gear 5, que Luffy et Nika, il est au courant et il va l'aider à comprendre son fruit du démon ou à lui expliquer l'importance de son fruit du démon. On aura d'ailleurs un passage où Luffy passe en Gear 5 dans ce chapitre, il est extrêmement important, je vous expliquerai pourquoi. Donc on continue, donc voilà, et on arrive, alors double page magnifique où on voit B7 endroit un peu avec un quadrillage au sol, SSG, en haut Vegapunk, des robots, c'est incroyable, Luffy qui a les yeux comme d'habitude pleins d'étoiles, incroyable. Luffy qui dit donc je suis désolé mais là il faut que j'aille faire un tour, c'est incroyable, qui essaye de s'accrocher, aller voir en fait un monstre et en fait il passe à travers. Et d'ailleurs Oda en ce moment adore nous faire ce gimmick à répétition, c'est-à-dire qu'il Luffy qui prend son élan et se fait avaler par un truc. En réalité c'est depuis le début du manga en fait, parce que dès le début du manga, souvenez-vous, quand il était sur sa barque avec Zoro, alors ça remonte à très loin dans vos souvenirs, mais il y avait un oiseau, un immense oiseau qui volait et puis il prend son élan et puis il se fait attraper dans le bec de l'oiseau. En fait il y a un truc Luffy où il se fait avaler. Skypea il se fait avaler par un serpent. Il a un truc avec le fait de se faire avaler Luffy. Je sais pas ce que ça doit faire rire Oda de fou de voir son protagoniste principal se faire avaler, je pense, j'en sais rien. Mais depuis le début du manga, il adore nous faire ça. Donc là, on voit que Luffy passe à travers, et donc que c'est un hologramme. Donc Luffy qui dit, bon, je pensais être avalé, mais... Bonnie, qui voit la bouffe, tout comme Luffy, donc les deux... Waouh, merci pour ce repas. On voit d'ailleurs Chopper aussi qui est émerveillé par le repas, étant donné que c'est du sucre. On sait que Chopper accro Barbapapa et au sucre. Là, de nouveau, il passe à travers. Donc on voit que les trois sont un peu en mode, un peu en colère. Luffy qui dit qu'est-ce que, on est passé à travers. On voit Bonnie dessiner en mode non, non, il n'y a pas de bouffe, tu vois. Chopper qui essaye de croquer les hologrammes, c'est assez rigolo. Et là, on arrive sur le moment où je me suis dit what the fuck. Alors bon, la case où il dit on est mort, on s'en est pas rendu compte, bon ça c'est pas très grave parce que bon voilà il dit c'est des hologrammes machin, bon bref. Mais la case juste à côté où Luffy passe parce que Luffy passe en Gear 5 hein. Mais vous trouvez pas qu'il ressemble à Québec? Je suis désolé, moi je trouve qu'il y a un air de Québec mais c'est hallucinant quoi. C'est enfin, peut-être que je rêve complet hein, peut-être que je suis le seul et que je divague, hein, mais quand je vois, vous savez, le drapeau de Québec où c'était un crâne avec des sortes de flammes, on pensait, quand je vois les cheveux là en forme de un peu flamme, un peu comme ça, et puis la tête avec la tête ombrée de Québec, là et Luffy là, je trouve qu'il y a une ressemblance. Alors peut-être que je suis complètement fou, mais est-ce que en fait Québec avait pas le Gomu Gomu no Nomi?
D'ailleurs, en fait, je devrais dire le Ita-Ita-Nomi, c'est ça? Ito-Ito-Nomi? Bon, je sais plus. Le Nika-Nika-Nomi, on va dire. Le fruit du démon de Nika, en réalité. Est-ce qu'il avait pas ce fruit du démon, lui aussi, le fruit de l'imagination, le fruit du dieu soleil? Est-ce qu'on n'aurait pas un truc, là? Est-ce qu'on ne tiendrait pas un truc? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu cette case, je me suis dit, bon... Alors, deuxième chose que je me suis dit aussi, je me suis dit, c'est cool de voir que Luffy arrive à se retransformer en Gear 5. Parce que pour beaucoup, je sais, on pensait que Luffy, sa transformation en Gear 5, il n'était pas maîtrisé, qu'il ne la maîtrisait pas, et qu'en fait c'était un peu comme Goku qui en fait ne maîtrise pas son Super Saiyan la première fois où il devient Super Saiyan. En réalité, c'est ses émotions qui prennent le pas et qui le transforment en Super Saiyan à la mort de Krillin. Là, beaucoup pensaient que Luffy c'était un peu pareil, que Luffy en fait se transformait en Gear 5 un peu à sa mort et que c'était son cœur et son âme et son essence en elle-même qui, paf, l'éveillait. Là, on a la confirmation, je pense que non. Ou alors, encore une fois, il se transforme en Gear 5 inconscient, en étant inconscient juste parce qu'il est en colère. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on continue dans le chapitre. On voit des machines, des robots de l'espace, des monstres de l'espace. Moi, je trouve ça assez cool hein, comme décor. Jinbei qui d'ailleurs fait la remarque, c'est étrange, autour de l'île c'était gelé, et puis là, c'est un climat qui n'est pas du tout similaire. Et là, nous avons l'apparition d'un robot géant qui dit que l'île hivernale est réglée sur le mode tropical, que c'est une invention d'elle-même, qui permet de reculer la température d'une zone. Luffy qui dit, et qui d'ailleurs se tient le bras en mode bon je vais devoir lui péter la gueule, punaise celle-là elle est aussi grande que Kaido, donc ça laisse dire que quand même Punk 0, je sais plus combien elle est, on va voir, est quand même immense. Design que j'adore, encore une fois un design que j'adore. On peut voir que dans son dos il y a un jetpack, je vous le dis si vous l'avez pas vu, dans son dos elle a un jetpack. Je me demande, je crois que c'est Astro Boy, je me demande s'il n'y a pas une référence, un petit clin d'œil de Oda à Astro Boy avec ce design de Vegapunk. Voilà, je pose ça là. Moi, je n'ai pas grandi en regardant Astro Boy. Je connaissais le personnage et c'est vrai que quand je la vois et quand je l'ai vu, j'ai pensé à lui. On voit Luffy du coup qui se dit, oh, ça doit être encore un hologramme, machin, et qui essaye du coup de lui donner un petit coup. Bon, Vegapunk, ça lui a clairement pas plu, qu'il lui met une grosse mandale, mais genre vraiment une belle mandale. Ce qui fait que Luffy prend bon, il y résiste, mais il prend une bonne torgnole quand même. Et en même temps, il appuie sur un bouton d'une machine qui crée un hamburger et un Vega Cola, un menu McDo. Et ben on perd pas le nord, hein. Bonnie, Luffy et Chopper qui d'un coup qui ont la dalle. S'émerveille du fait que ce soit enfin de la nourriture réelle, enfin quelque chose de réel, et commence à cliquer sur tous les trucs pour bouffer tous les trucs de la machine. Bon, pas étonnant. Donc là, on voit une autre forme de Vegapunk. Excusez-moi, je baille. Une autre forme de Vegapunk qui nous explique la machine, qui nous explique le fait qu'il y ait quand même des inconvénients, parce que la machine elle est tellement complexe que les ingénieurs de base ils sont un peu, ils n'arrivent pas à la recréer. Elle s'énerve et elle défonce un hologramme, ce qui est assez intéressant, parce que comme disent les Muli, elle a frappé un hologramme et en fait elle explique que qu'elle a des gants photoniques qui permettent d'interagir physiquement avec la lumière. Alors j'ai vu beaucoup de gens dire ok elle peut péter la gueule à Kizaru. Mais en fait les amis, toute personne qui a le acquis de l'armement peut avoir une interaction avec le corps lumineux de Kizaru les gars. Voilà. Donc elle a avec ses gants outrepassé le acquis. Donc c'est-à-dire qu'elle a créé quelque chose de scientifiquement, qui permet cette prouesse envers la lumière et les sources lumineuses que permet le Haki.
Mais en réalité, bon, c'est pas, ne vous extasiez pas sur ça. Enfin, moi personnellement, après, ce qu'il faut voir, c'est que peut-être cette technologie pourrait permettre à des personnes de l'équipage d'avoir un power-up vis-à-vis de cette matière qu'est la lumière, mais j'ai pas trouvé ça ouf, quoi. Enfin, honnêtement, j'ai vu beaucoup de personnes dire oh incroyable, elle peut foutre des mandats à la Kizaru. La réalité, c'est que toute personne qui a le haki de la maman peut interagir avec la forme physique de Kizaru. Donc, ne l'oubliez pas. D'ailleurs, l'impression que, parce que c'est ma deuxième lecture, donc je me demande, quand elle a frappé le monstre là, hologramme, est-ce que du coup elle a retransformé ce monstre en une femme PV9 là? Donc Luffy qui dit alors cette fille n'est pas réelle, bon bref. Là, chose très intéressante, les débats sur ce qui rend quelque chose réel sont aussi vieux que le temps, c'est quelque chose que vous devez décider par vous-même, et que je considère que la question est réglée. Alors, qu'est-ce que tu lui demandes? Oh merde! Jimbe. Et là, elle répond je suis votre scientifique de génie, Dr Vegapunk, Punk Atlas, qui représente la colère, c'est la Vegapunk numéro 6. Bonnie, qui donc, comme Robin, se dit dans sa tête, mais c'est un mensonge total, c'est quoi ce bordel? Parce que elle aussi, elle doit avoir la connaissance que Vegapunk est de base un être humain homme, de sexualité homme, tout comme Robin qui disait mais c'est un vieux scientifique, c'est un mec, c'est pas une meuf. Chopper et Luffy qui sont c'est toi Vegapunk, on a déjà entendu parler de toi, Kobe nous a déjà parlé de toi. Et ensuite, changement d'ambiance, on arrive sur un bateau du gouvernement mondial et nous retrouvons le CP0 avec Stussy, Rob Lucci et Kaku, je crois que c'est ça son prénom. Excusez-moi, peut-être que je me trompe, je me souviens pas trop de lui. C'est pas un personnage que j'affectionne beaucoup, je trouve pas qu'il soit impressionnant. Qui parle de Vegapunk et du fait que en fait Vegapunk est techniquement toujours un seul individu. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. La forme originelle physique de Vegapunk est toujours 1. Ce scientifique de génie a tout simplement créé des corps fictifs, des corps d'emprunt à des parties de sa personnalité. C'est pour ça que le docteur Vegapunk originel est un homme, est un vieux scientifique que nous n'avons toujours pas vu, mais c'est pour ça aussi que ça n'en reste néanmoins Vegapunk, les Vegapunk que nous avons vus. La seule différence, c'est que les Vegapunk et les parties de Vegapunk que nous avons vues pour l'instant ne sont pas le corps originel du docteur, mais sont des corps d'emprunt créés par monsieur. Ce même Vegapunk. C'est très complexe, mais je suis sûr que vous avez compris. J'ai confiance en votre intelligence, les amis. Donc, ils expliquent du coup le fonctionnement de Vegapunk, comment il s'est divisé en 6 parties et qu'il a réparti en soi des parties de son caractère et de ses émotions. Il a donc mis dans le petit robot qu'on a vu, le Vegapunk 1, la logique. Il a mis dans le 2 qu'on a vu le mal. C'est pour ça qu'elle a peut-être des idées un peu en mode en faisant des choses un peu mauvaises, je vais accomplir mes objectifs. Dans Vegapunk 3 qu'on n'a pas vu, il a mis le flair. Vegapunk 4, il me semble, on n'a pas vu non plus, il a mis la sagesse. J'ai très hâte de voir Vegapunk 4 qui porte le nom de Pythagoras. Dans Vegapunk 5 qu'on vient de croiser, il a mis Atlas la colère, et dans Vegapunk 6 le désir, Yok. J'ai quand même très hâte, je me demande comment cela va se passer si Vegapunk a mis un corps de femme à son entité de désir. Quelle va être l'interactivité avec Sanji? Et si ce n'est pas un corps de... ou bien avec quelqu'un d'autre, qui sait, ça sera peut-être avec quelqu'un d'autre qui va le faire, ou bien avec, si il a fait, il a mis son sentiment et ce qu'est le désir, son désir dans un corps d'homme, qu'est-ce qui va se passer en croisant deux si belles femmes que sont Bonnie, Nami
et Robin. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu Désir, j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, ok, Oda, 100% quand on va croiser ce Vegapunk numéro 6, il va y avoir une interaction à la con comme ça, parce qu'on voit très clairement que ce soit la sagesse, enfin la colère, la logique, le mal, c'est vraiment poussé à l'extrême le sens et le sentiment. Donc je suis persuadé que le désir va être laisse tomber, la sagesse va être... la sagesse et le flair, j'ai quand même très hâte de le voir. Donc, ils expliquent ça. Lucci qui dit d'ailleurs que en fait il se pose la question, il se dit mais attendez, mais je suis le seul à se dire que c'est impossible de faire ça quand même. Putain, mais les génies ils sont pénibles quoi. Et c'est vrai, c'est une prouesse scientifique ce qu'a fait Vegapunk de pouvoir diviser. Vous vous rendez compte qu'il a scindé, divisé, enlevé de sa propre entité certaines de ses émotions pour les mettre dans des corps, dans des corps qui servent d'hôtes. Enfin, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je vous le dis, je vous pose ça là, les amis. Je pense qu'en réalité, Vegapunk est un scientifique qui est beaucoup trop vieux en réalité, et que c'est parce qu'il n'est plus en possibilité, il n'est plus en capacité de faire tout ce qu'il pouvait faire quand il était en bonne santé, qu'il s'est scindé et qu'il a scindé au maximum de ce qu'il a pu, ce qui lui semblait le plus important dans 6 Vegapunk différents. Je pense vraiment que le docteur Vegapunk de base, le scientifique de base de génie, est très vieux et à mon avis a fait ça parce que avec le temps, avec la vieillesse, il savait qu'à un moment donné son propre corps ne suivrait pas et donc il a décidé de mettre dans des corps qu'il a créés lui-même, de réaliser grâce à ses prouesses scientifiques, de mettre des parties de son âme, de son être et de son cerveau et de son intelligence en quelque chose et de ses sentiments et de ses sens. Et on finit les amis avec cette dernière page et on finit cette critique analyse avec cette magnifique page où nous voyons le Cypher Pulse Zero, donc avec Yaku, Lucy et Stussy, qui nous explique la mission qui est de renvoyer cet enfant à problème à l'île de l'œuf sans endommager son précieux laboratoire et les biens qui s'y trouvent, et qu'il faut éliminer tous les Vegapunk. Moi, je pense que ils ne veulent pas tuer Vegapunk en lui-même, mais ils veulent tuer les 6 corps d'emprunt qu'il a donnés à ses sens et à ses sentiments. Pourquoi ? Parce que la première chose que dit Lucci, c'est notre mission est de renvoyer ça. Ah non. Ah non, mais non, il parle de Kuma en fait. Ah non, non, bah non, en fait, pardon, je vous dis de la merde, excusez-moi. En relisant, je me suis dit, vous voyez pourquoi c'est bien pourquoi j'aime faire les critiques analyses en relisant le chapitre avec vous, c'est parce que c'est une deuxième ou troisième lecture pour moi et que ça me permet de re-réfléchir et de vous voyez vraiment mon processus d'analyse. Pardon, en fait non, pas du tout, j'avais très bien lu la première fois. Ils veulent éliminer tous les Vegapunk et en fait l'enfant à problème dont ils parlent qu'ils veulent ramener sur l'île de l'œuf, donc l'île scientifique, c'est le Kuma qui est derrière, qui est donc la forme Kuma enfant et qui est en fait un séraphin. Voilà, punaise, voilà, trop bien de se reprendre, j'adore. J'adore quand ça m'arrive, ce genre de moment où je pense le truc à la première lecture, à la deuxième lecture, je me dis, ah non, c'est peut-être pas ça, et en fait, ah bah si, c'est ça. Donc oui, excusez-moi. En fait, donc la mission, c'est ramener le séraphin de Kuma sur l'île de l'œuf, et ne pas endommager le laboratoire de Vegapunk, et d'éliminer Vegapunk. Sous toutes ces entités, donc l'originel, comme le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lucci d'ailleurs qui se fait une réflexion. Nous sommes censés tuer l'homme le plus utile au monde. Je me demande si ça a quelque chose à voir avec l'incident de Lulusia récent. Stussy qui lui dit qu'avec des instincts comme le tien devrait savoir qu'il ne faut pas remettre en question ce genre de choses. Je suis d'accord, ne nous mets pas dans le beau drap, Lucci. Pour moi, cette page commence à montrer que Lucci commence à se poser des questions, et d'ailleurs sur la bien-pensance et la bienfaisance et les choix que font les entités à qui il sert, donc le Conseil des 5 étoiles, parce que je suppose qu'il n'est pas au courant, je suis même persuadé qu'il n'est pas au courant qu'Im-sama existe.
Mais on peut voir quand même que les plus hauts placés du CP0 sont quand même en mode Lucci, ne te pose pas trop de questions. Tu sais que ce genre de truc, ça va nous foutre dans la merde si les gens n'entendent parler qu'on s'est posé des questions. C'est quand même ouf, quoi. Moi, je trouve ça quand même ouf de se dire que la plus haute entité du gouvernement mondial d'espionnage doit quand même faire gaffe à pas poser les mauvaises questions, tu vois. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que le Conseil des 5 doyens ont une autorité et une oppression sur tout le monde, quoi. Eux-mêmes sont sous les ordres de Im-sama, et Im-sama donne des ordres donc aux 5 doyens, mais les 5 doyens, c'est une oppression, c'est pour ça que le gouvernement mondial, c'est vraiment de la merde. C'est une oppression sur tout le monde. Tout le monde. Autant les entités du gouvernement lui-même, et c'est pour ça que le Sword est super intéressant dans la marine, c'est parce que c'est une partie de la marine qui en fait n'est pas d'accord avec le système en place de la marine actuelle, qui est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus au final avec de l'honneur, etc. Voilà, super page pour finir. Donc, un super bon chapitre. Je trouve ce chapitre 1062, les amis. J'ai hâte de lire le 1063, les amis. Ma coupe de cheveux, ça ne va pas. Hein. Depuis le début de cette vidéo, rien ne va. J'ai hâte de lire le 1063 et de voir comment va tourner cet arc. Comment et qu'est-ce qui va se passer avec Vegapunk et le CP0 et l'empereur Luffy au chapeau de paille. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il vous plaît, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai changé de micro pour cette critique. J'ai remarqué que lors des dernières critiques, je n'étais pas trop, je n'aimais pas trop le son de mon micro casque. J'avais l'impression que c'était pas très agréable à l'oreille et ça m'a un peu déçu. J'aurais bien aimé que, alors je suppose que ça vous a pas trop gêné parce que vous me l'avez pas dit dans les commentaires, mais c'est vrai que je me suis dit bon, c'est pas cool pour vous ce mauvais pas mauvais micro parce que le son est bon, mais parfois on entend un peu souffler, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai changé de micro. N'hésitez pas à me dire si vous préférez avec ce micro là. Voilà, une critique qui comme d'habitude dure un peu plus de 30 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis, être respectueux entre vous si vous n'êtes pas d'accord, à me dire ce que vous avez pensé du chapitre, et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Vous pouvez voir la dernière critique analyse ici, vous abonnez en cliquant ici, et je vous dis à très vite au chapitre 1063, et je dis ça comme ça, il y arrive à fin de semaine prochaine, une vidéo sur mon avis de la série Les Anneaux de Pouvoir d'Amazon Prime. Donc voilà, pour ceux qui regardent la série et qui pourraient avoir envie d'avoir mon avis, je vous le dis, ça arrive fin de semaine prochaine, après le dernier épisode de la saison 1. Je vous fais des bisous, je vous rappelle, la dernière vidéo est juste ici, et abonnez-vous juste là. A très vite pour la critique analyse du chapitre 1063 et la vidéo sur les Anneaux de Pouvoir. A très bientôt les amis, ciao ciao.